Cette compagnie a connu beaucoup de problèmes, enfin, beaucoup de mauvaises presse sur les derniers mois. Et je tiens à dire ici que, notamment, il y a un élément qu'on ne doit pas oublier. Même avec l'introduction de Vantage Score, c'est le prêteur qui choisit quel modèle de risque, quel modèle de risque il veut utiliser, de manière générale. OK? Quel modèle de scoring il va utiliser par rapport au risque. Il peut choisir Vantage 4.0 ou bien utiliser FICO. Et très souvent, les prêteurs, ils ont tendance à rechercher essentiellement un modèle qui a déjà été éprouvé dans le temps. Vantage n'existe pas depuis 2026, hein, attention, mais ils n'ont pas autant d'années de... C'est pas une entreprise qui a déjà prouvé, enfin, c'est pas un modèle qui a déjà prouvé qu'il pouvait résister en période difficile. OK? Enfin, j'espère que vous me comprenez quand je raconte ça comme ça. Donc, ce qui veut dire que FICO, je pense que c'est pas aussi facile, que ça ne va pas être aussi évident que ça de s'en débarrasser, littéralement. On peut avoir un concurrent, mais le concurrent ne représentait rien du tout en termes de part de marché pendant très longtemps. Tout simplement parce que les prêteurs choisissent de continuer à travailler avec Fair-Isaac. Donc, pour ceux qui veulent investir sur FICO ou bien sur Fair-Isaac, il faut étudier le comportement des, euh, des prêteurs, des utilisateurs de ce produit-là. OK? C'est leur comportement qu'il va falloir étudier de manière générale. Ça vous permet de mieux comprendre comment est-ce que le client est prisonnier. Enfin, ça me rappelle que j'aurais même pu utiliser ce prompt-là, mais bon, ce n'est pas le but de cette vidéo en date d'aujourd'hui. Dans le groupe School, je vous ai mis ici une étude concernant, j'ai utilisé essentiellement ici un prompt de base, hein. Donc vous allez ici, dans le groupe School, vous pouvez ici, où j'ai posé cette question. Si vous regardez cette vidéo après le 31 du mois de juillet, le groupe School, vous ne pourrez plus y accéder sans frais supplémentaires ici. Attention, je ne dis pas ici que tous ceux qui sont à l'intérieur vont avoir tendance à rester après le 1er du mois de juillet. De toute façon, le plus important, c'est d'écouter cette vidéo aussi, si vous voulez prolonger. D'accord? Donc, on revient ici. J'ai mis cet élément-ci pour faire Isaac. Vous allez voir ici que ça nous permet de mieux comprendre dans l'industrie dans laquelle l'entreprise exerce, parce que vous avez tendance ici à regarder cette compagnie sans même savoir précisément ce qu'elle fait et pourquoi est-ce qu'elle est importante. Donc, vous avez les différents éléments ici. Donc, je vous encourage à aller voir ça. Je pense que vous allez apprendre 2 ou 3 choses sur comment fonctionne cette industrie-là. Donc, nous, on va se limiter à l'analyse quantitative. Et je pense que je vais être un peu moins difficile que la dernière fois. La dernière fois, j'avais un target price aux alentours de 900, etc. Mais après, je pense même que l'entreprise était correctement évaluée. Je pense qu'elle est arrivée à ce niveau-là. Il me semble que la dernière vidéo qu'on a fait sur ce sujet, c'était quoi? FICO, ça date de quand? Ça date du 29 du mois d'avril. 29 du mois d'avril, je vois à peu près qu'est-ce que j'avais mis sur FICO, parce que ce qui est sûr, FICO fait partie ici de ma watchlist. Donc, 29 du mois d'avril, information et technologie, OK. Watchlist, on ferme ça. Et on va ici sur FICO EF. Voilà, faire Isaac. On était à 930, donc je pense qu'elle était correctement évaluée à un certain niveau et correctement évaluée maintenant. Tout va dépendre de la croissance, l'augmentation des marges, etc. Bref, même au prix actuel, je pense qu'on va se dire que c'est assez correct. Mais aujourd'hui, je me suis baladé un tout petit peu, mais ce n'est pas encore quelque chose qui, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais mon niveau de conviction n'est pas encore assez élevé à ce niveau-là parce qu'il faut que je croise plusieurs sources d'informations afin d'avoir une idée complète de cette partie-là. Mais FICO n'est pas... Les prêteurs continuent à choisir continuer à travailler avec FICO, notamment parce que la dette, surtout au niveau quand ça concerne les mortgages, littéralement, c'est le gouvernement américain qui rachète les mortgages avec Fannie Mae et Freddie Mac. Mais pour les autres types de dettes, on va peut-être les vendre sur les marchés internationaux. Et donc, si on doit les vendre sur les marchés internationaux, peut-être ici les acheteurs venant de l'extérieur des États-Unis ou bien les opérateurs de marché sur ce type de produit-là, ils n'ont pas envie de faire affaire avec Vantage parce que niveau risque, ils ne savent pas à quoi ça pourrait ressembler en période difficile. Et si vous regardez la façon dont Vantage est structuré,
C'est inventé il favorise grandement ici des personnes qui n'ont pas un historique de crédit parce qu'ils viennent d'arriver ou bien qui ont... Voilà, c'est un peu... Le scoring n'est pas le même en fait. C'est un peu plus, disons, je dirais pas laxiste parce que laxiste n'est pas le terme, même laxiste, c'est pas le bon terme ici. Mais c'est moins contraignant, on va le dire comme ça. Et quand c'est moins contraignant, on peut se retrouver avec tout et n'importe quoi. Mais bon, donc je le mettrai ici à 20 fois les cash flows opérationnels au lieu de 15 fois parce que du point de vue marge, etc., voilà. Mais c'est également un cas d'école d'une entreprise qui a abusé de son mode. Elle avait un mode réglementaire où il n'y avait personne qui pouvait venir nous raconter, qui pouvait venir nous décroner parce c'était un mode de fait. L'État nous avait littéralement donné ce passe-droit-là sans toutefois qu'on se rende compte que nos agissements allaient avoir tendance à être néfastes pour le long terme. Donc, ce qui fait que euh, quand le gouvernement se rend compte que vous avez un monopole de fait et qu'il peut juste le briser afin de pouvoir euh, permettre ici au consommateur final d'avoir de meilleurs tarifs, bah, il va le faire. Mais ça a pris plusieurs années. Plusieurs années. Il y a eu beaucoup de lobbying ici. Donc, c'est un peu comme avec Intuit qui a fait du lobbying ici pour que la déclaration d'impôt ne soit pas gratuite. Vous savez? Donc, parfois, ce sont des éléments comme ça qui existent aux États-Unis, dans tous les cas de figure. On apprend toujours des choses. Donc, vous pouvez avoir un mot, mais il ne faut pas abuser. C'est un peu comme avec Hermès qui a un mot large qui pourrait littéralement augmenter les prix de 30% demain. Mais elle sait aussi qu'elle va se mettre à dos une partie de sa clientèle, même si ce sont des ultra riches. Attendez, mais vous pensez que les ultra riches, là, ils ne regardent pas. Quand ils dépensent, ils ne regardent pas. C'est même peut-être ce sont même les personnes qui ont tendance à regarder le plus leur état de dépense. Attention, même s'ils savent qu'ils peuvent se payer un costume à 5 000 euros ici, mais ils vont quand même regarder que, oh, la dernière fois c'était 5 000 euros, aujourd'hui vous me vendez ça à 7 000. Pensez pas que c'est un peu abusé? Ah non, je vais aller voir ailleurs. Donc, faites attention. Donc, FICO possède quand même un mode large, même s'il est en état de, voilà, il est quand même enfin, le mot est un tout petit peu en décroissance sur les derniers mois ici, mais ça ne veut pas dire qu'il va mourir. C'est encore un effet de réseau, notamment. Ici, vous pouvez mettre pause et lire ça, je ne vais pas lire tout ça ici. Ou bien, vous avez surtout l'intangible, qui base essentiellement ici sur son modèle, sur ses algorithmes, etc. Vous avez également l'effet de réseau. Donc, la définition stricte chez l'effet de réseau, donc plus le score de FICO est utilisé simultanément par les prêteurs, les agents de notation, les investisseurs en anticrisation et les régulateurs, plus il devient précieux comme référence commune et plus il devient coûteux pour un acteur isolé de s'en écarter unilatéralement. Cette partie-ci devrait vous faire réfléchir. Cette partie. C'est pour ça que mon avis est un tout petit peu moins strict que la dernière fois. Cette partie devrait vous faire réfléchir. Pour ceux qui veulent, il faut creuser le network effect. En tout cas, je vous ai donné les éléments ici. Vous faites ce que vous voulez de manière générale, mais si vous voulez investir sur FICO, sortez des chiffres dans tous les cas de figure. De toute façon, si vous voulez investir sur une compagnie en Amérique du Nord ou partout ailleurs, sortez littéralement des chiffres. Ce n'est pas pour rien que je partage des analyses sectorielles ici, parce que je sais que la plupart, vous ne connaissez pas comment les secteurs fonctionnent, quelles sont les dynamiques à l'intérieur, parce que c'est très éloigné de vos zones géographiques de manière générale. Et même si c'était le cas ici, très peu de personnes s'intéressent à l'analyse sectorielle jusqu'au moment où ils se rendent compte que, en fait, c'était intéressé. C'est notre macroéconomie, de manière générale. C'est la macroéconomie des entreprises. Chaque entreprise est particulière. Donc, faire Isaac ici, vous voyez que la marge, on a des marges nettes de plus en plus élevées, etc. Ça, c'est essentiellement le pricing. Ce n'est pas un effet volume. C'est pour ça qu'on pose toujours la question de savoir, quand une entreprise est en croissance, il y a deux types de croissance. La croissance organique et la croissance inorganique. Inorganique, ce sont les acquisitions. Organique, ici, c'est soit on vend plus de produits, donc augmentation des volumes, soit on introduit un nouveau produit ici qui marchait très très bien, ou on augmente les prix. Je préfère une augmentation des volumes combinée à une légère augmentation des prix. Mais si votre augmentation des marges ici provient essentiellement ici du pricing, c'est pas bon. Tôt ou tard, vous allez vous attirer ici, ça va être compliqué pour vous. Vous pouvez utiliser le pricing, mais faites-le sur une longue période, mais entre ici et là, vous pensez qu'ils ont augmenté les prix de combien? On a vu des augmentations brutales. Et ça se voit littéralement. Comme je disais, Hermès va augmenter les prix. Ils le font même d'ailleurs. Mais petit 5-6% par là, un tout petit peu plus que l'inflation moyenne.
C'est ce qu'ils font. Ils peuvent le faire pendant très très longtemps. Ça, c'est une augmentation de prix saine. Donc, ici, pour cette compagnie, je prendrai 20 fois les cash flows opérationnels ici. Comme je l'ai dit, elle mérite ses 20 fois les cash flows opérationnels, son niveau de marge, etc. Donc, 20 fois les cash flows opérationnels, ça fait 1200 dollars, moins la dette nette, ici, 20 fois les cash flows opérationnels, moins 235, 1200, moins 235, ça donne à peu près 965. Donc, je dirais que je mettrai ça ici. Au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée, 965. Oui, vous avez dit, oui, mais c'est 1200 et poussières. Pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Ça me rappelle un commentaire ici que quelqu'un avait mis ici. Si tu décides, ton target price d'une entreprise ici, c'est 300 dollars et qu'elle s'échange aujourd'hui à 330, quelle est vraiment la différence? Donc, tu vas chipoter pour une différence de 11 à 10%. C'est la même chose. C'est littéralement la même chose. Si une entreprise t'intéresse à 300, elle devrait t'intéresser à 330. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Vous avez vu, le fameux 11% en question, ça n'a rien à voir parce que les chiffres ne sont jamais ronds. La valorisation, c'est une estimation, c'est une appréciation. OK? FICO, on va le voir ici, 965, je pense bien. Ouais, si ma mémoire est bonne, c'est ça, 900, c'était combien ici? Ça, 965, 65, et je mets ici la date d'aujourd'hui, je mets ici X20 OCF 2028. Si les taux d'intérêt baissent, ça pourrait également être très bénéfique pour cette compagnie, notamment sur le segment mortgage. Mortgage qu'on va revoir d'ailleurs, on va étudier un tout petit peu ici le secteur de l'immobilier, la construction immobilière résidentielle aux États-Unis. Mais on va le faire ici, je pense, au milieu de la semaine du mois de août. Ça sera une analyse sectorielle. Je rappelle ici, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemblent les analyses sectorielles en question, vous avez dans le groupe School, vous pouvez encore y accéder en date d'aujourd'hui. Le secteur du pétrole et du gaz, on en a parlé. Notamment, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'aime bien les midstream, même si on n'en a pas spécifiquement parlé ici. Mais demain, je vais partager un document dans le groupe School, essentiellement demain. Et à partir de demain, de toute façon, je commencerai à partager les documents qui comptent littéralement. Je ne dis pas que les autres ne comptent pas, mais dans la partie ressources, je donne beaucoup de choses. Bref, allez voir, on ne parle pas beaucoup. Et si vous avez des questions, ça sera essentiellement dans le groupe School. Donc ici, pour revenir sur FICO, mon prix, ça sera à 965. Ça reste une excellente entreprise. Même avec la presse négative et tout ce qui s'est passé, ça reste une excellente entreprise. Et étudier vraiment l'effet de réseau. C'est à ce niveau-là que se trouve le cœur même de la thèse. Si cet effet de réseau ne bouge pas, cette compagnie, elle pourrait continuer à augmenter ses prix. Combien représente ici? Et on peut poser la question. Hein. Faire Isaac, voilà, je vais faire comme ça parce que... OK. J'aime bien utiliser le mode IA de Gemini, de Google. C'est très intéressant. Combien représente le score FICO en termes de dépenses pour un prêteur? On va parler ici mortgage. Non, mortgage ici. Non, j'ai oublié, c'est pas ça. Mortgage, voilà. Donc, je veux savoir, quand on veut prêter de l'argent, etc., mais ça représente combien? Ce prix représente une infime fraction des frais de clôture totaux d'un prêt généralement, moins de 0,2%. Donc, ce qui sous-entend que le coût de dossier par emprunteur, puisqu'un prêteur doit commander un score auprès de 3 bureaux pour un seul emprunteur, le coût des scores FICO s'élève à 30 $ par personne, soit 60 $, 30 $. 30 $. Donc, en réaction à cette tarification, le consortium de bureaux, donc Vantage ici, tarif gelé à 4,50 $. Donc, en réalité, ça veut dire que si on me prête, disons, 100 000 $, prends un exemple, 100 000 $. Dans le 100 000 $, là, le score de FICO ne représente presque rien du tout. Presque rien du tout. Et encore,
Je pense même pas qu'on va atteindre 100 dollars parce que si c'est trimestre ici, on va demander et on va poser la question aux 3 différents bureaux ici. Donc, grosso modo, ça va avec une centaine de dollars. 100 dollars dans ce prix, ça représente. Vous voulez acheter une maison, elle coûte 100 000 dollars. On vous dit ici que bon, il y a des frais de 100 dollars ici pour apprécier votre score de crédit. Avant qu'on ne vous prête de l'argent, vous pensez vraiment que ça vaut rien du tout. En fait, ils ont un pricing power insolent. La question que je me pose, mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas utilisé? Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, est-ce qu'on peut même parler d'abus au niveau de l'augmentation des prix? Donc, on voit ici que si le coût d'achat du score est dérisoire, sa valeur économique en termes de dépenses ou de pertes potentielles pour le prêteur est immense au niveau de la gestion des risques. Immense. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a ce combat-là, mais bon, Trump, il sait pourquoi il fait souvent ce genre de choses. Je pense qu'on a juste voulu introduire ici un concurrent, parce que le concurrent en question, il fait quelque chose de spécifique. Il introduit sur le marché ici des personnes qui étaient exclues du système de prêt ici, parce que soit ils avaient un historique de crédit limité, ou c'était de nouveaux arrivants, ou bien également ici, voilà, ils ont eu tendance ici à fragiliser leur historique de crédit, ce qui fait que, bon, voilà. Même s'ils se sont rattrapés avec le temps, ça met du temps avant de... Quand vous détruisez ici votre historique de crédit, ça met du temps avant de remonter. Vraiment, ça prend des années même parfois. Bref, peut-être que c'est, comme je l'ai dit, moins contraignant. Vantage 4.0 est moins contraignant ici. Mais pour moi, cette compagnie reste toujours intéressante. Je pense que si vous l'avez aux alentours des... Si vous l'avez chopé aux alentours des 900 et poussière, vous pouvez bien dormir la nuit. Après ça, ce n'est que mon avis, hein, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. On se donne rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, 31 du mois de juillet, c'est maintenant ou jamais. Merci, au revoir.